Bonjour et bienvenue sur TechMag, votre émission technologique sur Vox TV. Dans les actualités de la semaine, parlons de l'école de peinture de Poto Poto qui se réinvente par la création de sa plateforme numérique d'exposition et vente. La plateforme d'e-commerce a été lancée ce mercredi 14 août par le ministre en charge des postes, télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo. Il s'agit ici d'un portail web qui permettra aux artistes peintres de cette école de pouvoir vendre leurs œuvres en ligne. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment des ministres en charge des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, Jacqueline Lydia Nicolo, ainsi que sa collègue de l'industrie culturelle, Lydie Pangot. Le projet a été porté par l'Agence de développement de l'économie numérique, ADN. Une nouvelle page de l'histoire numérique de la RDC vient de commencer avec l'opérationnalisation du premier data center OADC Texaf Digital Kinshasa. Il permet la création d'un écosystème dynamique en offrant un point d'échange. L'installation offre des solutions intégrées d'infrastructures numériques de base comprenant des systèmes de collaboration sur mesure ainsi qu'une large gamme d'options de connectivité et de pairing fiables. Le data center est alimenté par une source d'énergie hydroélectrique, ce qui garantit une production d'énergie respectueuse de l'environnement et une excellente efficience d'utilisation de l'énergie. L'installation soutient et accélère la numérisation du pays et les capacités en matière de TIC, permettant aux clients de développer leurs opérations en RDC de manière rentable, flexible et sécurisée. Lors de la conférence DataFest Africa 24 à Nairobi, Meditech, une entreprise qui propose des solutions d'automatisation pour les pharmaciens, a annoncé, sous la direction du directeur général de Meditech Afrique du Sud, son intention de collaborer avec la communauté des sciences des données pour accélérer l'innovation dans le domaine de la santé en Afrique. Cet événement centré sur l'utilisation des données et l'innovation a réuni des experts en sciences des données, des responsables de la santé et des dirigeants d'industrie pour discuter de l'avenir technologique du continent. L'un des principaux points abordés lors de cette conférence était le rôle crucial que jouent les EHR et l'IA dans l'amélioration des soins de santé. En permettant une meilleure gestion des données de santé, ces technologies offrent des opportunités sans précédent pour optimiser les traitements et anticiper les besoins des patients. Entrepreneure, investisseuse nigériane Yvonne Johnson est cofondatrice et directrice générale d'Indicina, une start-up de technologie financière qui révolutionne l'infrastructure de crédit en Afrique. Fondée en 2017 par Yvonne Johnson et d'autres collaborateurs, Indicina est une fintech qui a pour mission d'accélérer l'inclusion économique des Africains. Ses produits phares sont Originate, qui est un outil complet qui gère tous les aspects de l'octroi des prêts, permettant ainsi aux prêteurs de prêter, recouvrer et se développer simultanément. Et Decide, quant à lui, qui propose des modèles de risque qui aident les prêteurs à évaluer l'éligibilité au crédit, garantissant ainsi une récupération efficace des fonds prêtés et une réduction des risques de défaillance. Yvonne Johnson est, en plus de son rôle chez Indicina, investie dans des startups en phase de démarrage et conseille des entreprises technologiques avec un focus particulier sur l'Afrique de l'Ouest et la région MENA. Dans la suite de notre programme d'aujourd'hui, nous recevons un start-upper congolais, CEO de la startup Vumo, avec qui nous parlerons de Crypto ID. Bienvenue dans la rubrique Invité. Crypto ID est un bracelet conçu par la start-up congolaise Vumo qui a pour objectif de faciliter la vie. Bonjour Monsieur Switch Aimé. Bonsoir, Comment allez-vous? Bonsoir Madame Gloria, je vais bien et vous? Je vais très bien, je suis heureuse de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Un plaisir est pour moi. Alors, qu'est-ce que c'est que Vumo? Alors, Vumo, c'est une start-up congolaise, comme vous avez si bien dit, qui a pour objectif de développer des solutions et des produits technologiques pour simplifier la vie de nos concitoyens, tout simplement. D'accord, mais Vumo, ça n'a pas de signification. Oui, Vumo a une signification, bien qu'on l'ait trouvé après la création
de la structure en elle-même. Donc, VUMO, c'était un acronyme qui représente, en fait, nos valeurs communes des membres fondateurs. Donc, par exemple, le V, c'est pour la vision, le U, c'est pour l'unité, le M, c'est pour la motivation, le O, c'est pour l'optimiste et le T, c'est pour le travail. D'où le nom VUMO. Ok, et est-ce que vous pouvez nous parler de qui vous êtes et de ce que fait votre startup? Alors, personnellement, Switch Aimé, je suis un développeur informatique de formation. Ok. C'est ce que j'ai fait pendant mes 2 ans d'université. Après cela, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que j'ai constaté qu'il y avait un problème, notamment au niveau des solutions technologiques au niveau local, parce qu'on a souvent tendance à utiliser des solutions qui viennent De d'ailleurs. l'extérieur, oui. Donc, que ce soit des applications mobiles et autres. Donc, souvent, ce sont des produits faits par d'autres personnes. Du coup, je me suis dit, bon, vu que j'ai des compétences pourquoi ne pas créer nos propres solutions? Et c'est par là que je crée donc la startup VUMO. Et c'est par là que vous créez la startup VUMO qui aujourd'hui a créé le bracelet Crypto ID Oui, qui exactement. sert à... Alors, pour en arriver au Crypto ID, j'ai fait un constat assez basique dans le quotidien, c'est que généralement, en cas d'urgence, on n'a pas les données de la personne qui est en crise. D'accord. Et cette situation a déjà eu à causer pas mal de décès dans notre ville. Du coup, je me suis dit, bah, il y a un problème. En tant qu'entrepreneur, j'apporte la solution. Donc, j'ai pris le temps de réfléchir, le temps d'analyser le marché et tout. Et c'était la solution qui m'a semblé faisable par rapport aux moyens dont je disposais. Et puis voilà. Oui, mais que fait Crypto ID concrètement? Alors, Crypto ID, concrètement, c'est un bracelet en silicone sur lequel on a gravé au laser un QR code qui permet de stocker toutes les informations de son utilisateur. Des informations qui peuvent servir notamment en cas d'urgence. Des informations personnelles. Personnelles. Donc là-dedans, on peut retrouver le nom, le prénom de la personne, de son propriétaire, ainsi que des données de santé, notamment le poids, la taille, le groupe sanguin, la pathologie médicale, les antécédents médicaux, ainsi de suite. Donc, ce qui peut facilement aider les urgentistes à prendre soin de la personne en cas de besoin. Mais en cas d'urgence, comment on fait? Il y a l'adresse de la personne, il y a aussi les contacts d'urgence, par exemple le numéro d'un parent ou d'un proche qu'on peut joindre facilement en cas de besoin et tout ça. Et comment le produit il est utilisé? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Alors, comment est-ce qu'on l'utilise? S'il faut, on va dire, illustrer. Donc, on va supposer qu'il y a une personne qui veut s'en procurer. Donc, il achète le produit. Ensuite, il se rend sur notre site web. Et c'est à travers le site web qu'il pourra maintenant configurer son bracelet, simplement. Simplement. Ouais. Et le produit, il est déjà disponible? Pour le moment, non. Pour le moment, nous sommes en phase de test. On fait les derniers tests afin de pouvoir livrer la solution la plus aboutie possible. Et il sera disponible pour octobre 2024. Oui, mais j'ai une question. Est-ce que, d'autant plus que c'est un code QR, un code qui peut être scanné par tout le monde, par tous les téléphones. Est-ce que c'est assez prudent, comme ça, de marcher avec un bracelet qui a un code où il y a toutes mes informations personnelles? Ok, ce problème a déjà été posé par plusieurs personnes, justement, parce qu'on se dit, oui, mais j'ai mon bracelet. Si quelqu'un vient à scanner sans pour autant que je lui donne l'autorisation et tout. Donc, nous, on a pensé à cette problématique et on a apporté un correctif sur ça. C'est que lorsqu'on scanne le bracelet d'une personne, on nous demande d'entrer une clé de notification. Et la clé en question, c'est une clé qui varie entre 4 et 10 caractères, qui peut contenir des chiffres et des lettres en majuscules et en minuscules, qui sont générés aléatoirement. Donc, ce qui fait que une personne lambda ne peut pas deviner qu'est-ce qui est écrit comme clé. Et la clé en question est située derrière le bracelet. Donc, ce qui fait que quand la personne va scanner votre bracelet, il va devoir entrer la clé. Mais vu qu'il n'a pas vu votre clé de notification, ben, il ne peut pas déverrouiller. Maintenant, en cas de crise, vu que la personne est inconsciente, oui. Donc on va venir au contact, au corps, pour pouvoir retourner le bracelet, regarder la clé qui est inscrite à l'arrière et ensuite et c'est le même procédé qui va se passer si quelqu'un est en crise et qu'on le ramène à l'hôpital. Comment ça va se passer avec les hôpitaux? Alors avec les hôpitaux, de notre côté, on fait un travail de fond pour pouvoir collaborer avec un maximum d'institutions médicales afin que la majorité d'entre eux soient au courant de ce système, de la mesure où ils peuvent recevoir une personne en crise qui arrive sur les lieux, que le médecin qui le reçoit ait au moins le réflexe de checker son bracelet et puis de pouvoir scanner et puis regarder qu'est-ce qu'il a là. Et hormis ça, pour ceux qui vont vraiment emboîter le pas avec nous, ils auront de leur côté ils auront l'écosystème qu'il faut pour pouvoir interagir avec
le bracelet de leur passion. Ils pourront le mettre à jour, ils pourront le configurer, quoi. Et est-ce que pour ça, il faudrait avoir une assurance quelconque, être enregistré quelque part, ou c'est juste depuis le site web, je dépose juste mes informations? Ouais, juste depuis le site web, on fait tout. L'assurance n'est pas obligatoire, mais si la personne en dispose, tant mieux. Mais pour la personne qui n'en a pas, oui, ça peut le faire. Et c'est payable en une fois. Dès que j'achète le bracelet, c'est bon, je ne paye plus rien. Oui, c'est payé en une fois. Et puis bon, c'est votre bracelet, quoi. C'est comme votre bague. On l'a acheté une fois et puis... Parlons niveau rentabilité. Comment est-ce que ça fonctionne si j'achète le bracelet en une fois? Comment Vumo gagne-t-il de l'argent? Ok, donc comme j'ai dit plus tôt, c'est sur la vente directe. Donc l'utilisateur qui veut s'en procurer paye le montant qui sera défini. Et qui n'est pas encore défini. Qui n'est pas encore défini publiquement. Donc il y a déjà un montant qui est déjà pensé, hein, c'est sur lequel on fait des tests, mais après on verra si vraiment ça correspond. Donc il y aura un montant qui sera défini, l'utilisateur achète son bracelet, c'est une autre source de revenus direct à travers les utilisateurs. Mais à travers nos partenaires, donc les hôpitaux et autres, on a un modèle économique bâti pour pouvoir rentabiliser aussi. Comme je disais plus tôt, on aura un écosystème qu'on va les fournir. Mais eux vont devoir le payer, cet écosystème. Donc c'est beaucoup plus... En gros, l'utilisateur final n'est pas hyper chargé financièrement. Mais c'est beaucoup plus le partenaire qui vient après, qui lui aura peut-être des abonnements à payer pour l'utilisation de notre plateforme et autres. Et je sais que le prix, il est encore privé, on va dire, mais il rentre quand même dans le cadre dans le cadre social du pays. Bien sûr, dans le cadre de l'individu lambda oui. Qui peut s'en procurer sans pourtant lui trop sa poche, quoi. Et une dernière question pour vous, monsieur Aimé Switch. Est-ce que vous pensez pouvoir développer plus tard votre propre technologie de cryptage? Ça sera un peu le Saint Graal pour moi en tout cas, parce que comme je disais plus tôt, on dépend beaucoup de technologies externes, ce qui fait que même au niveau cryptage et autres, on est limite un peu obligé d'utiliser les leurs, mais plus tard, bien sûr, on mettrait les moyens pour pouvoir sécuriser nos données nous-mêmes, en fait. Et j'allais quand même ajouter 2-3 petites infos concernant le produit en lui-même. C'est que, hormis l'aspect où il permet de stocker les données de santé de son utilisateur, il peut également faire office d'une grosse banque de données pour tout type d'utilisateur. Je m'explique. Par exemple, pour une personne qui va à l'hôpital, ça peut lui servir le dossier médical complet. Donc, vu qu'il peut recevoir des fichiers PDF, ce qui fait que si vous allez à l'hôpital, vous faites, je sais pas moi, des échographies, des scanners, des radios, les ordonnances et tout ce qui est un peu paperasse là. L'hôpital, partenaire avec nous, peut tout scanner et vous envoyer ça dans le bracelet. Donc, plus besoin de revenir forcément à l'hôpital pour dire, je viens prendre mes résultats. On le fait une fois, vous rentrez à la maison, le médecin, il envoie dans le bracelet, vous recevez. Vous pouvez télécharger, imprimer, vous faites ce que vous voulez, mais vous les recevez chez vous et plus besoin de vous déplacer. Et deuxièmement, il y a aussi un système de notification qui fait en sorte que lorsqu'il y a une opération qui est faite sur votre bracelet, vous serez informé de cela. Donc, supposons que un hôpital a changé, je dis n'importe quoi, hein, a changé par exemple votre groupe sanguin, on vous informe que c'est l'hôpital X, le docteur Y qui a fait telle action. Et vous pouvez approuver ou refuter. En tout cas, c'est votre bracelet, quoi. Vous gardez la main sur tout ce qui se passe là-dessus. Et pour finir, la troisième option, c'est la traduction en plusieurs langues. Donc, au cas où je me retrouve dans un pays anglophone, par exemple, l'anglais qui va scanner mon bracelet, automatiquement, c'est traduit en anglais pour qu'il puisse capter ce qui est écrit. C'est beaucoup plus facile. Ouais, pour ne pas dire encore, c'est quoi, qu'est-ce qui est écrit dedans, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà un peu tout ça, quoi. Donc, si je retiens bien, le bracelet peut être utilisé partout dans le monde. Ouais. Partout dans le monde. Alors, merci, monsieur Switch Aimé, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci, madame Gloria. Nous espérons vous recevoir très prochainement. Nous gardons que le bracelet Crypto ID sort d'ici la fin de cette année. D'ici octobre 2024. D'ici octobre 2024. Et nous espérons pouvoir utiliser ce produit qui est 100% congolais. Exactement. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Et maintenant, passons à la rubrique Gaming. Stéphanos, comme on se retrouve sur le plateau de TechMag encore. Je suis heureuse de te revoir. Pareil, pour moi aussi. Alors, qu'est-ce que tu nous rapportes de nouveau dans le monde du game? Alors, dans le monde du gaming aujourd'hui, je vous rapporte 2 jeux. Le premier, c'est le prochain Zelda qui va arriver, à savoir The Legend of Zelda Echo of Wisdom.
et également un autre jeu qui s'appelle Lollipop Chainsaw. Mais on va voir ça en dernier. Commençons d'abord par le Zelda. C'est ce que j'allais te demander. Et cette fois-ci, pour une fois, dans l'histoire des jeux vidéo Zelda, le jeu Zelda va vraiment bien porter son nom. Bon, on dit en général Zelda pour faire un raccourci. Le nom, c'est The Legend of Zelda. Tous les jeux qui sont sortis depuis The Legend of Zelda 1, le 2, Link's Awakening et tous les autres qui sont arrivés jusqu'à le dernier Kingdom, Breath of the Wild et Kingdom, ce sont tous des Zelda où le principal personnage utilisé n'était pas la princesse Zelda, mais plutôt son garde, si tu veux, son ami proche, Link. Ok. Voilà. Parce que même tout petit, beaucoup d'autres nous confondaient souvent le nom de Link et de Zelda. Et de Zelda. Voilà. Ça prêtait vraiment à confusion, on pensait que c'était vraiment lui. Exactement. Donc, après, avec le temps, on a bien compris qu'en fait, c'est juste Link. Et cette fois-ci, c'est tout le royaume qui est dans la mouise. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on a l'impression, de ce que j'ai pu constater, que ce Zelda commence à la fin de Tears of the Kingdom. Donc, à la fin du dernier Zelda sorti. Là, nous sommes dans un univers différent de celui que l'on connaît. Et, bien sûr, la princesse est libérée, la vie est belle, un nouveau mal apparaît, et Link est emprisonné. Ainsi que d'autres membres de la famille royale, dont son père, et beaucoup d'autres membres du royaume. Cette fois-ci, c'est à Zelda de délivrer tout le monde. Oh là là. Ah oui, ça, on s'attendait pas à ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau et de frais. Mais, il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Donc. Numéro 1, le style graphique du jeu. Ça n'a rien à voir avec l'univers 3D standard qu'on a connu dans Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Non. Là, nous sommes dans un univers qui est proche, en disant c'est un copie-collé de The Link's Awakening, le remake qui était sorti il n'y a pas très longtemps, je crois autour de 2017. Bon, pas très longtemps, voilà, comprenez-nous. Donc, le remake de ce jeu-là, graphiquement, c'est celui qu'on a retrouvé là. Disons qu'on est un peu sur un univers, pas Ghibli, pas du tout, mais beaucoup plus Playmobil, quoi, si tu vois. D'accord. Voilà. C'est plutôt joli à voir, sympa. On peut facilement repérer l'environnement et c'est très simple à jouer aussi également. Donc, vous avez déjà ce style graphique qui est là, qui est plutôt bien conçu. On a aussi le fait que Zelda, ici, ne se bat pas avec une épée. Parce que n'oublions pas, Zelda, c'est pas une guerrière. Voilà, c'est une princesse. C'est une princesse. Exactement. Et elle bénéficie par contre de certaines compétences. Mais certaines compétences qu'elle a, elle va l'utiliser avec ce petit oiseau qu'il a su partout qui s'appelle Tri. Et Tri a cette fonctionnalité principale d'utiliser ce qu'on appelle les échos. Et qu'est-ce qu'un écho en fait de base? L'écho, on va dire de version basique et vite fait, c'est hey oh, tu vois, et tu réécoutes ton son au fur et à mesure. Du coup, vu qu'il s'agit de redoubler le même son, dans la définition du mot écho, dans le jeu, écho en fait, c'est cette fonctionnalité qui te permet de copier, que ce soit un ennemi, que ce soit une arme, plein de choses que tu peux copier. Mais c'est bien ça. Mais vu qu'elle ne peut pas elle-même directement saisir une épée, elle travaille avec un bâton, comme une magicienne, si tu veux. D'accord. Voilà. Et donc, au fur et à mesure que l'on joue, on se rend compte que lorsque l'on duplique, par exemple, une araignée, on peut récupérer la fonctionnalité de cette araignée. C'est-à-dire, elle peut monter sur les arbres, elle peut passer d'un autre côté. En fait, plein d'éléments qui jouent avec le décor qu'on ne peut pas faire sur ce style de jeu de base. Parce que de base, sur ce style de jeu, on est toujours en ligne droite. Tout se passe par rapport à un terrain bien déterminé et on ne peut pas aller au-dessus au niveau des montagnes. Là, c'est possible à travers différents sorts qui sont là, notamment un qui était très intéressant, mais ce sort aussi, on l'a souvent vu dans Breath of the Wild, avec cette possibilité de pouvoir faire apparaître des blocs de glace et au fur et à mesure d'évoluer. Donc, on retrouve non seulement les deux derniers Zelda sortis dessus, mais on repart encore jusqu'à, on va dire, Ocarina of Time même. Donc, on est reparti jusqu'en 98. Parce qu'on va retrouver certains éléments de chaque Zelda dans ce jeu. Et ça, franchement, c'est quelque chose auquel on ne s'y attendait pas. Ça permet de se retrouver aussi, déjà. Exactement. Et ça, c'est surtout pour ceux qui connaissent l'univers. Ouais, par exemple, un autre élément, les pestes mojo. Ce sont des bestioles qui vous renvoient des noix. On les a vus dans quel Zelda, les Zelda qui ont été les plus marquants sont Ocarina of Time et Majora's Mask. À part cela,
Bon, ils ont un peu disparu. Et là, on a la possibilité de les revoir. Il y a plein d'éléments divers et variés qui sont là. On a un univers qui paraît assez grand dans l'ensemble. Le jeu promet. L'univers, que ce soit des Gerudo ou encore même dans l'univers aquatique qui est très différent d'un univers comme Mario ou même d'un univers Zelda standard. Bref, énormément d'éléments qui nous ont été présentés par Nintendo, parce que ce sont des vidéos qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de Nintendo, ainsi que les images qu'ils ont rajoutées en plus. Donc là, je vous garantis que ce Zelda qui est en train d'arriver est une grosse pépite. Et il sort quand le jeu? Il sort le 26 septembre de cette année. De cette année, le 26 septembre de cette année. Et... Bien sûr, à préciser pour tout le monde, Zelda est une exclusivité Nintendo Switch. Ok, voilà. C'est ce qu'il faut préciser. Et parlons du deuxième jeu que tu nous ramènes aujourd'hui. Alors, le deuxième jeu, on va plutôt dire que c'est pas vraiment le genre de jeu que tout le monde chercherait à télécharger de base. Ok. Voilà, parce qu'il s'agit de Lollipop Chainsaw. Bon, c'est un jeu comme les autres, très coloré. Lollipop dit tout, hein, quand même. Oui, bon, oui, d'accord. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, de base, c'est un jeu qui est sorti en 2012. D'accord. Voilà. Et en 2012, ce jeu, il a très bien marché. Il était sorti sur Xbox 360 et PS3. Bon, ça a bien marché. Ils ont fait plus d'1 million de ventes. C'est énorme, c'est beaucoup d'argent. Et à cette période, lorsque le jeu est sorti, il a bien cartonné, avec de très bonnes notes, autour de 38 sur 40, 38 sur 50 pour certains. En tout cas, bien noté, ça a bien marché. Parce que, en fait, à cette période, c'était beaucoup plus ce style de jeu bourrin. Ouais, parce que même dans une période où vous avez les God of War, où on avait ça, ce sont des hack and slash, c'est des jeux où ça frappe, et on évolue. Exactement. Donc, c'est normal que c'est bien marché. Mais de nos jours, est-ce que ce genre de jeu peut encore fonctionner? Là, c'est une véritable question. Parce que là, en plus, on n'est pas sur un remake, mais on est sur un remaster. La différence est que le remake est une version améliorée de fond en comble du jeu, ce qui fait que le jeu paraît tout nouveau. Exemple, les Resident Evil 2 de l'époque et le nouveau qui était sorti, je crois bien en 2022-23. Ce n'est pas le même style graphique. Était bien différent. Exactement. Là, nous sommes dans un puissant remaster, c'est-à-dire que les images sont améliorées en HD et c'est tout. C'est tout. Oui, juste les images sont améliorées en HD. Bon, bien sûr, on va rajouter un peu plus de cosmétiques, également aussi l'amélioration des armes et tout, mais de base, c'est le jeu de base que tu retrouves. D'accord, mais pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est comment? Alors, c'est un jeu qu'on peut dire qui a un gameplay qui est propre à la Dead Rising. C'est-à-dire, vous avez une horde de zombies qui sont là, qu'il faut tuer, il faut évoluer, améliorer le personnage et sauver les gens. En gros, c'est ce que fait le jeu. Il n'y a pas vraiment d'histoire principale en tant que telle. C'est-à-dire, c'est une jeune fille qui s'appelle Juliette qui aime bien son petit ami, mais elle est très fan de sucette, Lollipop, et elle fait partie d'une famille qui a pour but de protéger la Terre des invasions. Ok. Bon, tu sens d'invasion. Oui. Bon, tu sens que c'est vraiment un scénario bateau. Donc, voilà. Pourquoi? On ne sait pas. Ça fait des années qu'ils sont là. Et voilà pourquoi, bon, aux États-Unis, une épidémie est sortie à cause d'un gaz. Les gens commencent à se transformer en zombies. Et on est parti pour frapper du zombie. Ok, et le jeu, il sort quand? Le jeu sort le 25 septembre. Et il sera uniquement sur les nouvelles consoles, à savoir la PS5, la Xbox Series. Le PC, sur le PC à travers Steam, pour la première fois, parce que la première version n'était pas disponible sur PC. Et j'ai fait, en fait, si j'ai un peu bugué, c'est parce que je me disais, est-ce que la suite doit faire partie? Oui, la suite doit faire partie. En fait, c'est un peu con. C'est refusé sur PS4 et Xbox One, mais ça sortira sur Nintendo Switch. Ok, alors merci beaucoup Stéphane pour avoir été avec nous sur ce plateau d'aujourd'hui. Nous attendons la sortie de ces deux jeux en septembre. Oui. D'ici 25 et 26 septembre. 25 et le 26 septembre. Et pour tous ceux qui ont bien suivi la chronique, dites-nous en commentaire quel est votre Zelda préféré. Et est-ce que vous attendez le nouveau qui est en train d'arriver? Le mien, personnellement, c'est Ocarina of Time. Et merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous laissons avec Zelda. Dante, des grottes venteuses ou d'autres endroits difficiles d'accès, il vous faut créer des échos pour progresser. Mais parfois, il se peut qu'il ne soit pas suffisant. Vous ne pouvez pas mémoriser l'écho d'un rocher aussi énorme que celui-ci. Et vous ne pouvez pas le déplacer avec vos échos. Face à de tels obstacles,
Tree peut vous venir en aide grâce au pouvoir de la synchronisation. Utilisez-le pour que n'importe quel objet, même un gigantesque rocher, suive les mouvements de Zelda. La synchronisation peut vous permettre de déterrer des trésors ou même de déplacer des ennemis gênants. Vous pouvez également vous synchroniser à vos échos. Alors, tentez d'utiliser ce pouvoir de manière créative. Vous avez aussi la possibilité d'inverser la synchronisation si vous voulez suivre les mouvements d'un objet et vous rendre là où il va. Vous pouvez tirer avantage de la capacité d'une créature à voler ou à se déplacer rapidement. Des postes